18h45, le 12 octobre 1944, Stalag 7A. Moosburg, à 40 km au nord-est de Munich. Le sergent américain Robert Miller était assis seul dans la baraque froide. Son estomac se tordait sous l'effet de la faim. Il n'avait rien mangé de chaud depuis 2 jours. Les colis de la Croix-Rouge avaient 3 semaines de retard. La maigre soupe claire du matin était depuis longtemps oubliée. Soudain, la porte s'ouvrit. Le gardien, Franz Becker, 47 ans, un fermier de Bavière, entra. Dans ses mains, il tenait quelque chose de fumant, une saucisse grillée, fraîchement grillée, et un bol de choucroute faite maison. L'odeur emplit la baraque. Miller ne pouvait pas croire ce qui se passait ensuite. Becker coupa la saucisse en 2, une moitié pour lui, une pour Miller, et poussa tout le bol de choucroute vers le prisonnier américain. Miller fixa la nourriture, puis Becker, puis de nouveau la nourriture. Son esprit ne pouvait pas traiter ce qui se passait. C'était l'ennemi, le nazi, le monstre de la propagande. Et il partageait son dernier repas du soir avec un prisonnier de guerre américain. Pas des restes, pas des déchets, mais son propre repas, la moitié de sa saucisse grillée, sa choucroute. Becker s'assit à côté de Miller sur la couchette en bois, et les 2 hommes, ennemis selon la définition de la guerre, mangèrent silencieusement ensemble. Miller mordit dans la saucisse. Elle était parfaite, croustillante à l'extérieur, juteuse à l'intérieur. La choucroute était faite maison, avec du cumin, exactement comme l'a préparée la grand-mère allemande de Miller. Et alors, pour la première fois depuis sa capture il y a 3 mois, le sergent Robert Miller pleura. Pas de tristesse, pas de désespoir, mais devant la reconnaissance écrasante que tout ce qu'on lui avait raconté sur les Allemands n'était peut-être pas toute la vérité. Ce que Miller ignorait à ce moment-là, c'est que cette saucisse était la dernière saucisse de la ration hebdomadaire de Franz Becker. Becker avait une femme et 3 enfants à la maison, à Freising. Tous souffraient de la faim. Les rations allemandes étaient déjà réduites à 1200 calories par jour. Les enfants en recevaient encore moins. Becker aurait pu rapporter cette saucisse à la maison. Sa femme l'aurait gardée pour les enfants. Mais Becker vit dans les yeux de Miller la même faim qu'il voyait dans les yeux de ses propres enfants, et il n'a pas pu s'en empêcher. Il devait partager. Ce n'est pas l'histoire que Hollywood raconte. Ce n'est pas le récit simple du bien contre le mal que la propagande vend. C'est la vérité compliquée, inconfortable, profondément humaine, sur le Stalag 7A à l'automne 1944. C'est l'histoire de soldats américains qui pleuraient. Lorsqu'ils réalisaient que leurs ennemis étaient aussi des êtres humains affamés qui partageaient le peu qu'ils avaient. C'est l'histoire de gardiens allemands qui agissaient contre toute logique militaire, contre leur propre intérêt, contre les ordres de leurs supérieurs, parce que l'humanité parle parfois plus fort que la guerre. Le Stalag 7A était l'un des plus grands camps de prisonniers de guerre en Allemagne, construit en 1939 pour 10 000 prisonniers. Il abritait en 1944 plus de 80 000 hommes, des Français, des Britanniques, des Polonais, des Yougoslaves, des Soviétiques, des Italiens, après septembre 1943, et à partir de juin 1944, de plus en plus d'Américains. Les conditions étaient tout sauf idéales, surpeuplées, froid. Les installations sanitaires dépassées, mais comparées aux camps de prisonniers soviétiques, ou même à de nombreux camps japonais. Le Stalag 7A était un endroit où la Convention de Genève était largement respectée. Les prisonniers américains ne s'attendaient pas à cela. La propagande leur avait dit que les Allemands étaient des êtres inhumains, des sauvages, des bêtes, que la captivité signifiait une mort certaine, qu'ils seraient torturés, affamés, assassinés. Robert Miller avait cru exactement cela. Lorsque son bombardier B-17 fut abattu au-dessus de Francfort le 7 juillet 1944,
et qu'il atterrit en parachute au-dessus de la Bavière. Sa première pensée fut « Je suis mort, ils vont me lyncher. Les fermiers allemands vont me tuer. Ma femme ne saura jamais ce qui m'est arrivé. » Mais cela ne s'est pas produit. Les fermiers allemands qui trouvèrent Miller le traitèrent correctement. Ils lui donnèrent de l'eau, ils pansèrent ses blessures, ils le livrèrent à la Wehrmacht, pas à la SS, et lorsque Miller arriva au Stalag 7A, sa première surprise fut « Il y a de la nourriture ». Pas beaucoup, mais il y avait de la nourriture. Personne ne le frappa, personne ne le tortura. Les gardiens, principalement des hommes plus âgés et des vétérans de la Première Guerre mondiale, traitèrent les prisonniers avec une certaine correction bourrue. Mais Miller resta sceptique. Ce n'était, pensa-t-il, qu'une façade. Tôt ou tard, la véritable brutalité allemande se révélerait, tôt ou tard. Ils montreraient qui ils étaient vraiment. Ils n'étaient pas prêts à croire que l'ennemi pouvait être humain, jusqu'à ce soir d'octobre, où Franz Becker partagea sa saucisse grillée. L'histoire de ce moment se répandit dans le camp comme une traînée de poudre. En quelques heures, chaque prisonnier américain le savait. Becker partagea sa nourriture avec Miller, Becker, le gardien, avec Miller, le prisonnier. Pas n'importe quoi, mais une saucisse grillée. Le symbole de la cuisine allemande, la dernière chose qu'ils avaient eux-mêmes, les réactions furent mitigées. Certains prisonniers dirent que Becker était une exception. D'autres commencèrent à partager leurs propres observations. Le gardien Schmidt avait partagé du pain avec un prisonnier français la semaine dernière. Le gardien Müller avait secrètement donné du tabac à un prisonnier britannique. Le gardien Weber avait organisé des chaussettes chaudes pour un prisonnier soviétique, bien que les prisonniers soviétiques fussent officiellement moins bien traités que les prisonniers occidentaux. Un schéma apparut. Ces gardiens partageaient constamment, pas tous, mais beaucoup, et ils ne partageaient pas par calcul stratégique. Ils partageaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils voyaient des hommes affamés et ne pouvaient pas simplement regarder. Alors qu'eux-mêmes avaient quelque chose à partager, ce n'était pas de la politique, ce n'était pas un ordre, c'était simplement de l'humanité. Le 15 octobre, 3 jours après l'incident de la saucisse grillée, Franz Becker organisa quelque chose d'extraordinaire. Il amena sa femme au camp. C'était techniquement interdit. Mais Becker connaissait personnellement le commandant du camp, le colonel Wilhelm Burger, tous deux de la même région. Tous deux vétérans de la Première Guerre mondiale, Becker demanda la permission. Burger, après une brève hésitation, acquiesça. La femme de Becker, Margaret, 45 ans, arriva avec 2 grandes marmites, l'une remplie de choucroute faites maison, l'autre avec des galettes de pommes de terre faites maison. Elle avait cuisiné pendant 3 jours avec les dernières provisions qu'elle avait pour les prisonniers de guerre américains, pour l'ennemi. Pourquoi? Lorsque des journalistes posèrent cette question à Margaret Becker en 1978, 2 ans avant sa mort, elle répondit simplement « Parce que c'était la bonne chose à faire ». Mon Franz rentrait chaque soir à la maison et me parlait de ces jeunes hommes, 20 ans, 21 ans, affamés, loin de chez eux. Et je pensais à mes propres fils. L'un était en Russie, l'autre en Italie. Tous deux se battaient et je priais chaque soir. Que si mes fils étaient faits prisonniers, quelqu'un les traite aussi bien. Alors j'ai cuisiné pour les jeunes Américains dans l'espoir que quelqu'un quelque part, cuisine pour mes garçons. Ce jour-là, le 15 octobre 1944, 120 prisonniers américains du Stalag 7A ont mangé de la choucroute allemande faite maison et des galettes de pommes de terre. Beaucoup pleuraient, non pas parce que la nourriture était si bonne, même si elle l'était, mais parce qu'ils comprenaient ce que cette nourriture signifiait. Une mère allemande, qui elle-même avait à peine de quoi vivre, cuisinait pour l'ennemi.
Elle cuisinait pour des hommes qui larguaient des bombes sur ces villes. Elle cuisinait pour des soldats qui essayaient de vaincre son pays. Elle cuisinait parce qu'elle était une mère. Et les mères nourrissent les enfants affamés. Peu importe l'uniforme qu'ils portent. Le sergent Robert Miller écrivit ce soir-là une longue lettre à sa femme, Dorothy, dans l'Ohio. La lettre a été publiée après la guerre et est aujourd'hui archivée au United States Holocaust Memorial Museum. Miller écrivit « Ma très chère Dorothy, je ne sais pas comment t'expliquer cela. Tout ce qu'ils nous ont raconté était faux, pas complètement faux, mais suffisamment faux pour que j'ai honte d'y avoir cru. Les Allemands ici ne sont pas des monstres, ce sont des êtres humains. Des êtres humains affamés, des êtres humains avec des familles, des êtres humains qui souffrent comme nous souffrons. Aujourd'hui, la femme d'un gardien a partagé son dernier repas avec nous, elle a cuisiné pour nous, Dorothy, pour des soldats américains. J'étais assis là, à manger sa choucroute, et je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, parce que je pensais à notre propre mère, et au fait que, si je rencontrais cette femme dans la rue en Allemagne, en dehors de cette guerre, elle nous inviterait dans sa maison, elle nous nourrirait, elle nous traiterait comme sa famille. La guerre transforme les gens en monstres, mais parfois, dans de petits moments, les gens nous rappellent que nous sommes toujours humains. Aujourd'hui était un de ces jours. Cette lettre est parvenue à Dorothy Miller en janvier 1945. Elle l'a conservée toute sa vie, et lorsqu'elle est décédée en 1992, elle l'a léguée au musée. Avec une note, pour que les gens comprennent que tous les Allemands n'étaient pas des nazis et que l'humanité peut survivre, même dans la guerre la plus sombre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'acte de Margaret Becker a eu des conséquences. D'autres gardiens ont également commencé à partager, pas de manière spectaculaire, pas publiquement, mais par de petits gestes silencieux. Le gardien Hartmann a apporté des pommes de son jardin. Le gardien Schneider a organisé des couvertures pour l'hiver. Le gardien Fischer, un ancien boulanger, a commencé secrètement à cuire du pain et à le faire passer clandestinement aux prisonniers. C'était dangereux. Il était officiellement interdit de donner de la nourriture aux prisonniers, en dehors des rations officielles. Techniquement, cela pouvait être considéré comme du sabotage de l'effort de guerre. La sanction pouvait être sévère. Mais le colonel Wilhelm Burger, le commandant du camp, fermait les yeux. Il voyait ce qui se passait. Il savait ce que faisaient ses gardiens. Mais il n'intervenait pas. Plus tard, après la guerre, Burger a déclaré dans une interview « J'ai aussi été prisonnier de guerre pendant la Première Guerre mondiale, 3 ans en France. Je sais ce que signifie la faim, je sais ce que signifie être loin de chez soi, ne pas savoir si votre famille est vivante ou morte. Et je me suis juré à ce moment-là que si jamais j'avais des responsabilités, je traiterais les prisonniers comme j'aurais voulu être traité. Alors, j'ai laissé mes hommes partager, même si c'était contre le règlement, parce que c'était la chose humaine à faire. Cette philosophie n'était pas universelle dans les camps allemands. Il y avait des camps où la cruauté régnait. Il y avait des camps où les prisonniers étaient maltraités, affamés, assassinés, en particulier. Les prisonniers soviétiques ont subi des souffrances indicibles. Mais au Stalag 7A, sous la direction de Burger, il existait une autre voie. Une voie qui tentait, au milieu de la folie de la guerre, de préserver un minimum d'humanité. Mais pour comprendre la véritable ampleur de ce qui s'est passé au Stalag 7A, nous devons comprendre le contexte. L'Allemagne, à l'automne 1944, était un pays au bord de l'effondrement. Les bombardements alliés avaient réduit les villes allemandes en cendres. Les voies d'approvisionnement étaient déchirées. L'agriculture s'était effondrée, avec des millions d'hommes au front. Au lieu d'être dans les champs, la population civile mourait de faim. À Berlin, la ration quotidienne pour les civils était de 1000 calories. Les enfants recevaient 800 calories.
À titre de comparaison, un homme adulte a besoin d'environ 2500 calories par jour. Pour rester en bonne santé, dans ce contexte, la nourriture n'était pas seulement rare, la nourriture était la survie. Chaque pomme de terre, chaque morceau de pain, chaque saucisse grillée représentait la différence entre la vie et la mort pour les familles allemandes. Et pourtant, des gardiens comme Franz Becker partageaient leur nourriture avec des prisonniers, avec des ennemis, avec des hommes dont les pays jetaient des bombes sur les villes allemandes, qui tuaient des enfants allemands. La réaction rationnelle aurait été la haine. La réaction rationnelle aurait été de laisser les prisonniers mourir de faim, tout en nourrissant sa propre famille. Mais Franz Becker et des centaines de gardiens comme lui ont choisi différemment. Le lieutenant Thomas Anderson, un pilote de B-24 du Texas, est arrivé au Stalag 7A en août 1944. Il s'attendait au pire. Il avait entendu parler de ce qui arrivait aux prisonniers dans les camps japonais. Il avait entendu la propagande sur la cruauté allemande. Sa première semaine a été un enfer, non pas à cause des Allemands, mais à cause de sa propre peur. Il ne pouvait pas dormir. Il pouvait à peine manger. Il s'attendait à être torturé à chaque instant. Mais cela n'est pas arrivé. Le 8e jour de sa captivité, Anderson était affecté à des travaux. Il déblayait les décombres d'un bâtiment récemment bombardé à Moosburg. Le travail était dur, le soleil d'octobre était chaud. Anderson était épuisé. Il s'est assis sur un tas de décombres. Le gardien, un homme âgé nommé Georg Huber, 58 ans, un vétéran de la Première Guerre mondiale, s'est approché de lui. Anderson s'attendait à être battu. Au lieu de cela, Huber lui a tendu une bouteille d'eau et un morceau de pain, son propre pain, de sa propre ration. Anderson fixa le pain. Huber dit dans un anglais hésitant « Mange, tu as besoin de force, le travail est dur ». Anderson prit le pain. Il mangea lentement. Chaque bouchée lui semblait surréaliste. C'était l'ennemi, l'homme qui le gardait, l'homme qui avait reçu l'ordre de le traiter comme un prisonnier, et il partageait sa nourriture. Anderson demanda dans un allemand hésitant « Pourquoi ?» Huber haussa les épaules. « J'ai des fils de ton âge. L'un se bat en France, l'autre en Russie. Je prie pour que s'ils sont capturés, quelqu'un leur donne aussi du pain. » Anderson comprit. Ce n'était pas de la politique. C'était l'amour paternel, universel, sans limite. L'hiver 1944-1945 fut l'un des plus froids de l'histoire européenne. Les températures chutaient régulièrement jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Dans les baraquements du Stalag 7A, il y avait un chauffage minimal. Les prisonniers gelaient. Beaucoup tombaient malades, atteints de pneumonie, certains mouraient, mais le nombre de décès était étonnamment bas. Pourquoi ? Parce que des gardiens comme Franz Becker, Georg Huber et des dizaines d'autres organisaient secrètement des couvertures supplémentaires. Ils apportaient de vieux manteaux de chez eux. Ils partageaient leurs propres chaussettes en laine. Le gardien Kurt Schneider, tailleur avant la guerre, commençait la nuit à rapiécer en secret les trous dans les uniformes des prisonniers, sans permission, sans ordre, simplement parce qu'il voyait des hommes grelotter et qu'il savait coudre. Ces petits actes de gentillesse s'additionnaient, ensemble, ils formaient un filet de sécurité d'humanité qui a sauvé des centaines de vies. Le capitaine James Patterson, un médecin américain qui a témoigné après la guerre, a dit « Je suis arrivé au Stalag 7A en m'attendant à un taux de mortalité de 10 à 15% durant l'hiver. Au lieu de cela, nous avons perdu moins de 2%. Ce n'était pas un miracle médical, c'était de la compassion humaine. Les gardiens partageaient ce qu'ils avaient. Et cela a fait la différence entre la vie et la mort pour beaucoup d'hommes. Mais tous les prisonniers n'ont pas compris cela immédiatement. Le soldat David Cohen, un jeune soldat de New York, âgé de 19 ans, a d'abord refusé d'accepter de la nourriture des gardiens allemands. Son père était juif. Sa famille avait perdu des parents en Pologne. Cohen était plein d'une haine légitime contre tout ce qui était allemand.
quand le gardien Franz Becker lui a offert un bol de soupe chaude en novembre 1944, Cohen l'a jeté par terre. « Je ne mange rien venant de nazis !» Becker n'a rien dit, il a ramassé le bol, l'a rempli à nouveau, l'a placé devant Cohen et est parti. Cohen a souffert de la faim pendant 3 jours de plus. Ses camarades ont essayé de lui parler. Miller, qui connaissait désormais l'histoire de Becker, a dit « David, tous les Allemands ne sont pas le régime. Ces hommes ici nous traitent décemment. » Cohen a crié « Décemment ? Ils bombardent Londres, ils assassinent des Juifs, et tu me dis qu'ils sont décents ?» Miller a répondu calmement « Oui, ces hommes spécifiques ici, dans ce camp, nous traitent décemment. Cela ne justifie pas le régime, cela n'excuse pas les crimes, mais c'est la vérité à propos de ces hommes. » Au 4e jour, Cohen s'est effondré. Malnutrition, épuisement. L'infirmier du camp, un médecin allemand nommé Friedrich Braun, a soigné Cohen personnellement. Il a donné des perfusions à Cohen, il l'a nourri délicatement avec du bouillon. Il est resté assis pendant des heures à côté du lit de Cohen. Et quand Cohen s'est réveillé, la première chose qu'il a vue, c'était le docteur Braun, endormi sur la chaise à côté de son lit, un médecin allemand qui avait veillé toute la nuit pour sauver un soldat américain juif. Cohen a pleuré, pas par faiblesse, mais à cause de la complexité écrasante de réaliser que les gens sont compliqués, que sa haine était justifiée, mais pas universellement applicable, que le régime nazi était monstrueux, mais que tous les Allemands n'étaient pas des monstres, que le docteur Braun, Franz Becker, Georg Huber et des centaines d'autres, malgré l'uniforme, malgré le drapeau, malgré la guerre, avaient choisi d'être humains. Plus tard, Cohen a écrit dans ses mémoires, publiés en 1989, le Stalag 7A n'a pas seulement sauvé ma vie, il a sauvé ma capacité à voir l'humanité chez l'ennemi, et cette capacité est peut-être la chose la plus précieuse que j'ai retirée de la guerre. Le taux de survie au Stalag 7A était extraordinaire. Sur les 80 000 prisonniers qui y ont été incarcérés entre 1939 et 1945, moins de 500 sont morts. C'est un taux de mortalité de 0,6%. À titre de comparaison, dans les camps soviétiques pour prisonniers de guerre allemands, le taux de mortalité était d'environ 35%. Dans les camps japonais pour prisonniers alliés, il était de plus de 25%. Au Stalag 7A, presque tous ont survécu. Pas seulement survécu, beaucoup ont quitté le camp avec du respect pour leurs anciens gardiens. Robert Miller était l'un d'eux. Lorsque les troupes américaines ont libéré le Stalag 7A le 29 avril 1945, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les prisonniers américains ont demandé aux troupes de libération de ne pas maltraiter les gardiens allemands. Ils se sont littéralement placés entre les soldats américains de la libération et leurs anciens gardiens allemands. Ils ont expliqué « Ces hommes nous ont bien traités, ils ont partagé leur nourriture avec nous, ils nous ont respectés. S'il vous plaît, traitez-les avec le même respect. » Franz Becker n'a pas été déporté en Amérique comme prisonnier de guerre. Grâce à l'intervention de Miller, il a été renvoyé directement chez lui. Il est retourné auprès de sa femme et de ses enfants, et a commencé le long et difficile travail de reconstruction d'une Allemagne détruite. Miller et Becker sont restés en contact, des lettres, d'abord annuelles, puis mensuelles. En 1953, Miller a visité l'Allemagne. Il s'est envolé avec sa femme Dorothy pour Munich. Et il a conduit jusqu'à Freising, à la ferme de Franz Becker. Les 2 hommes qui s'étaient vus pour la dernière fois dans un camp de prisonniers de guerre se sont embrassés dans une ferme bavaroise. Ils ont tous les 2 pleuré, pas de tristesse, mais de soulagement, de gratitude, de la joie profonde et silencieuse de 2 hommes qui avaient survécu à la guerre, qui avaient survécu à l'humanité. Dorothy Miller et Margaret Becker sont devenues des amies instantanément. Elles ont cuisiné ensemble. Margaret a appris à Dorothy la recette familiale de la choucroute.
la même choucroute qu'elle avait cuisinée pour les prisonniers en 1944. Dorothy a ramené la recette dans l'Ohio, et jusqu'à sa mort en 1992, elle a cuisiné de la choucroute chaque année le 15 octobre. En commémoration du jour où une mère allemande lui a montré que les ennemis ne sont que des personnes qui ne sont pas encore devenues des amis. Les Miller ont rendu visite aux Becker 8 fois entre 1953 et 1977. Les deux familles ont passé Noël ensemble. Pâques, les anniversaires, les enfants des Becker appelaient Robert et Dorothy oncle et tante. Les petits-enfants ne savaient pas au début que Opa, Franz, avait été autrefois le gardien de Opa, Robert, pour eux. Ils étaient simplement une famille, des amis pour la vie. Lorsque Franz Becker est décédé en 1979, Robert Miller s'est envolé pour l'Allemagne pour assister aux funérailles. Il avait 64 ans. Il s'est tenu près de la tombe de son ancien gardien et il a prononcé un discours que chaque Allemand présent a gardé en mémoire. Miller a dit « Je ne suis pas ici aujourd'hui en tant qu'ancien ennemi. Je suis ici en tant qu'ami, en tant que frère. » Franz Becker n'a pas seulement sauvé ma vie en me nourrissant quand j'avais faim. Il a sauvé mon âme en me montrant que l'humanité est plus forte que la haine, que la compassion parle plus fort que la propagande, que les gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires s'ils suivent simplement leur cœur. Franz a partagé sa dernière saucisse grillée avec moi, un acte simple. Mais cet acte a changé ma vie. Il m'a montré que, au-delà des uniformes et des drapeaux, nous sommes tous simplement des êtres humains affamés, anxieux et remplis d'espoir. Repose en paix, mon ami. Tu as fait plus que tu ne l'as jamais su. Il y a une leçon dans cette histoire qui dépasse les événements spécifiques. C'est la leçon que la propagande ment, pas toujours complètement, mais suffisamment pour nous faire oublier qu'en face, il y a aussi des êtres humains avec des familles, des êtres humains qui ont faim, des êtres humains qui souffrent, des êtres humains qui, si on leur en donnait la chance, choisiraient la gentillesse à la cruauté. Les récits du Stalag 7A ne sont pas uniques. Dans des centaines de camps de prisonniers de guerre allemands, dans des milliers de petits moments passés inaperçus, des gardiens allemands ont partagé leur nourriture, ont donné des couvertures, ont offert du réconfort, ont traité les prisonniers comme des êtres humains, et non comme des numéros. Cela ne justifie pas les crimes du régime nazi. Cela n'excuse pas l'Holocauste. Cela ne minimise pas les atrocités qui ont été commises au nom de l'Allemagne. Mais cela nous rappelle que, même dans le chapitre le plus sombre de l'histoire, des gens ordinaires ont créé des moments de gentillesse, de petites lumières dans l'obscurité. La petite fille de Franz Becker, Anna, a aujourd'hui 58 ans. Elle vit à Munich. Elle est enseignante. Et chaque année, le 15 octobre, elle prépare des galettes de pommes de terre. Elle invite ses élèves, elle leur raconte l'histoire de sa grand-mère, l'histoire de Margaret, qui cuisinait pour les prisonniers de guerre américains, l'histoire de Franz, qui partageait sa saucisse grillée, et elle s'assure que ses élèves comprennent ceci. L'humanité est un choix que nous faisons chaque jour. Même dans les pires moments, nous pouvons choisir d'être gentils. Nous pouvons choisir de partager. Nous pouvons choisir de voir un être humain chez notre ennemi. La petite fille de Robert Miller, Jennifer, a aujourd'hui 52 ans. Elle vit à Cleveland, dans l'Ohio. Elle est travailleuse sociale. Et chaque année, le 15 octobre, elle cuisine de la choucroute, en suivant la recette que sa grand-mère a rapportée d'Allemagne. Elle raconte l'histoire à ses enfants, l'histoire de grand-père Robert, l'histoire de Franz Becker, l'histoire d'une saucisse grillée qui a fait de deux hommes des amis. L'histoire qu'elle leur enseigne, c'est que nous sommes tous des êtres humains. Et si nous l'oublions, nous oublions ce qui nous rend humains. La saucisse grillée de 1944 n'existe plus. La choucroute a été mangée depuis longtemps, mais la leçon survit. Dans les lettres qui sont archivées,
dans les histoires de famille qui sont transmises, dans les petits-enfants, qui se souviennent de leurs grands-parents, qui leur ont montré que des ennemis peuvent devenir des amis, si seulement nous avons le courage de partager. Ce ne sont pas que des statistiques provenant d'archives poussiéreuses. Ce sont les moments qui montrent que l'humanité peut survivre, même dans la plus sombre des guerres. De vraies personnes, de vraies surprises, une vraie réconciliation. Si ces histoires comptent pour vous, si la préservation de cette histoire complexe est importante, alors soutenez YouTube's Super Thanks, le cœur doré en bas de l'écran, qui aide directement à accéder à davantage de témoignages de première main, à davantage de documents d'archives, avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives, au lieu de créer du putaclic. Il s'agit d'honorer toutes les facettes de l'histoire. Il s'agit de s'assurer que des histoires, comme celle de Franz et Robert, ne meurent pas avec leur génération. L'histoire du Stalag 7A ne se termine pas tragiquement. Le camp a été remis sans combat. Aucun prisonnier n'a été assassiné pendant les derniers jours chaotiques de la guerre. Le colonel Burger s'en est assuré personnellement. Lorsque les troupes SS ont reçu l'ordre, le 28 avril 1945, d'évacuer ou de liquider tous les prisonniers, Burger a refusé. Il a dit à ses gardes d'ignorer les ordres. Il assumerait personnellement la responsabilité. Le lendemain, les troupes américaines sont arrivées. Burger a formellement remis le camp et 80 000 hommes ont été libérés. La plupart en bonne santé, la plupart avec des histoires de l'humanité allemande, auxquelles personne ne croirait chez eux. Mais ils ont quand même raconté ces histoires, lors de réunions d'anciens combattants, dans des interviews, dans des lettres aux journaux. Lentement, au fil des décennies, une image différente a émergé. Pas l'image simple, en noir et blanc, de la propagande, mais le gris compliqué de la réalité. Oui, il y avait des monstres. Oui, il y avait des atrocités. Mais il y avait aussi des gens ordinaires qui faisaient preuve d'une gentillesse extraordinaire. Et ces personnes méritent qu'on se souvienne d'elles, pas pour excuser le mal, mais pour honorer le bien. Pour s'assurer que les générations futures savent que même dans la guerre, la gentillesse est possible, même dans la haine, l'amour est possible, même entre ennemis, l'amitié est possible. La saucisse grillée de Franz Becker n'était qu'une saucisse, mais elle représentait plus. Elle représentait la décision de placer l'humanité au-dessus de l'inimitié. La décision de donner, quand on avait soi-même peu, la décision de voir un être humain chez un ennemi. Et cette décision, multipliée par 1 millier de petites décisions prises par 1 millier de personnes ordinaires, a fait du Stalag 7A un endroit où la survie n'était pas seulement physique, mais humaine, où les hommes ne se contentaient pas de vivre, mais conservaient leur dignité, où les ennemis apprenaient à se respecter mutuellement. C'est la vérité complexe et inconfortable de la Seconde Guerre mondiale. Tous les Allemands n'étaient pas des monstres. Tous les soldats n'étaient pas des fanatiques. Beaucoup étaient simplement des hommes, enrôlés dans une guerre qu'ils ne voulaient pas, combattant pour un régime qu'ils n'avaient pas choisi, essayant, au milieu de la folie, de préserver un peu d'humanité. Et parfois, ils y parvenaient. Dans des moments comme celui où Franz Becker a partagé sa saucisse grillée, dans des moments comme celui où Margaret Becker a cuisiné pour des prisonniers, dans des moments comme celui où le colonel Burger a ignoré les ordres pour sauver des vies, ces moments ne changent pas les grands crimes, ils n'excusent pas l'Holocauste, ils ne minimisent pas la souffrance, mais ils nous rappellent que l'histoire n'est jamais simple, que les gens sont complexes, que même dans les périodes les plus sombres, la lumière peut exister, de petites lumières, mais des lumières quand même. Qu'est-ce qui vous a le plus touché
Beaucoup de spectateurs ont partagé d'incroyables histoires de famille, des grands-pères qui étaient dans des camps, des amitiés inattendues, des lettres retrouvées dans des greniers. Partagez l'histoire de prisonniers de guerre de votre famille ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous sauvons ensemble. Assurons-nous que ces histoires complexes nous survivent à tous, que la saucisse grillée de Franz Becker, l'amitié de Robert Miller, la gentillesse de personnes ordinaires dans des moments extraordinaires ne soient jamais oubliées. Parce que si nous oublions ces histoires, nous oublions ce qui nous rend humains, et nous ne pouvons pas nous permettre de l'oublier.